C'est au début de cet après-midi à Cress-Malville que tout a brusquement dégénéré. Le puissant dispositif policier mis en place autour de la future centrale atomique a été obligé d'intervenir pour refouler des commandos de manifestants casqués et armés de cocktails Molotov qui tentaient de franchir les barrages et de pénétrer dans la zone interdite. Les affrontements ont été si violents qu'il y a eu un mort du côté des manifestants et plus d'une centaine de blessés, dont 5 gendarmes mobiles grièvement atteints. Notre envoyé spécial, Daniel Duigou, et les caméras de TF1 étaient là au moment des affrontements les plus durs. Tout de suite, je vous propose de regarder les images qu'avec l'équipe de TF1 nous avons pu filmer. Et tout d'abord, la tragédie. Alors que les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants se poursuivent, une équipe médicale avec un médecin va livrer en vain une bataille contre la mort. Pendant environ un quart d'heure, tout ce qui est possible sera fait. Bouche à bouche, perfusion, massage. Mais bientôt, il faudra reconnaître cruellement les faits. Ce manifestant de 31 ans, M. Michalon, qui habitait à Die dans la Drôme, a succombé à un arrêt cardiaque. L'autopsie, pratiquée peu de temps après, le confirmera. Mais revenons en arrière pour suivre le fil des événements. Il est 7 heures, alors que la pluie commence à tomber. Elle ne cessera d'ailleurs pratiquement pas toute la journée. Et quelques 18 à 20 000 manifestants quittent leurs 4 lieux de campement pour se diriger à pied, pour la plupart, vers le site interdit de Cress-Malville. Plusieurs tentatives d'infiltration échouent. Il est 13 heures. Au moment même où notre journal commence, c'est un face-à-face, force de l'ordre, manifestants. Cela se passe près de la petite localité de Faverges, située à la bordure de la zone interdite. Les manifestants sont une dizaine de milliers afflués, mais surtout près de 2000 autres sont armés de casques et de bâtons. Ils prennent position. Par haut-parleur, la police précise que sur ordre du préfet, elle s'opposera à l'entrée des manifestants dans la zone interdite. Et comme réponse, c'est un jet de pierre. Plusieurs cocktails Molotov sont lancés. Une voiture prend feu et c'est l'affrontement très violent. Côté force de l'ordre, 5 blessés, dont 2 grièvement, et un policier aura la main arrachée par l'explosion, vous le voyez, d'une grenade offensive. 5 arrestations, 2 manifestants de nationalité allemande, grièvement blessés et hospitalisés, ont été inculpés. Côté manifestants, plus d'une centaine de blessés et malheureusement une mort. Dès que cette terrible nouvelle fut apprise, le gros des manifestants qui n'étaient pas venus pour se battre se replia, laissant quelques centaines d'autres, ceux-là casqués, stationnés à proximité des barrages de police. 17 heures, nous rencontrions un des responsables des groupes Malville. Alors, en ce qui concerne les 2 journées, la première conclusion, c'est que nous avons atteint le but de ces 2 journées. C'est-à-dire que nous voulions montrer à la fois la détermination du mouvement antinucléaire, une détermination de masse, et je crois qu'elle a atteint, puisque c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont pénétré la zone interdite et qui se sont présentées, qui se sont regroupées autour du village de Faverges. Donc politiquement, c'est un succès qui aura de très grandes conséquences pour la suite du mouvement antinucléaire qui se développe. Reste que, Michel Bonhomme, vous ne pouvez pas nier la violence qui s'est déroulée cet après-midi, et en particulier la mort d'un homme. Quelles conséquences tirez-vous de ces violences ? Alors en ce qui concerne la violence, nous pouvons que la regretter, puisque la coordination des comités Malville a appelé à un rassemblement pacifique, convergent vers le site, mais la convergence vers le site n'était pas une fin en soi, et que, disons, un certain nombre de camarades qui n'ont pas compris, disons, peut-être l'esprit, disons, de ce rassemblement, ont eu un certain nombre d'attitudes que nous ne partageons pas, mais nous ne pouvons aussi que comprendre, disons, leur réaction par rapport à la violence que représente Super Phénix et à la violence qu'ils subissent à travers le danger au niveau des populations locales, nationales et internationales. Mais en faisant cette manifestation même, vous vous exposiez à ce genre d'affrontement ? Bon, nous en avons discuté, bien sûr, mais ce qui est important, c'était la manifestation, de pouvoir montrer notre détermination et d'essayer, tant que cela était possible, de pouvoir contrôler cette manifestation. Mais une manifestation de 50 000 personnes, on peut dire que la violence, c'est quand même le fait d'une toute petite minorité. Dernière question, Michel Bonhomme. Les principaux partis politiques de gauche, ainsi que les syndicats, ont refusé de participer, de soutenir cette manifestation. Quelles conséquences tirez-vous de ce point de vue au niveau idéologique et politique ? Oui, nous ne pouvons que regretter que un certain nombre de partis n'aient pas suivi notre mot d'ordre, notamment le Parti Socialiste, la CFDT. Mais le Parti Socialiste, nous les avons rencontrés hier au niveau d'un débat contradictoire à Courtenay. Les ponts ne sont pas rompus,
Mais d'un autre côté, les positions sont quand même durcies, c'est-à-dire qu'au niveau nucléaire, les positions sur la force de frappe, le nucléaire civil et militaire, ne sont pas très claires et vont dans le sens que les antinucléaires ne peuvent pas accepter. Nous pouvons préciser que les radicaux de gauche, par contre, étaient avec nous aujourd'hui dans la manifestation, qu'ils ont appelé et que pas mal d'organisations, d'associations étaient présentes. Mais je pense que le débat continue. Et en ce qui concerne la CGD et le Parti communiste, c'est très net. Ils ont des positions pro-nucléaires qui sont en complète contradiction avec une volonté, disons, de partir, enfin d'être en cohérence avec la base.